18h02, je vous propose de commencer. Ravi de vous recevoir, ravi de te recevoir, François-Xavier. Donc François-Xavier, avocat fiscaliste de chez Janté. Exception qu'on est très heureux de réaliser avec toi, c'est de ne pas accueillir un gérant, mais bien un avocat fiscaliste. L'enjeu est très important et d'ailleurs vous avez été beaucoup plus nombreux d'habitude à vous inscrire sur ce webinaire. La fiscalité a un impact énorme dans vos investissements puisqu'on doit les raisonner toujours net de frais et net d'impôts, la partie impôt étant non négligeable, notamment dans notre pays. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est aussi le cas dans d'autres pays, même donc aux États-Unis, quand j'étais chez Goldman Sachs, on appelait la fiscalité le true alpha, sur sa capacité à pouvoir générer en réalité une surperformance à coup sûr si elle était bien établie. Je dis ça bien sûr en m'appuyant après sur l'expérience de François-Xavier qui mettra les disclosures qu'il souhaitera. Pour être très rapide et très efficace, puisqu'en réalité le champ est énorme et donc François-Xavier aura la lourde tâche de cibler certains sujets. Euh, Très très brève présentation de François-Xavier. François-Xavier donc avocat fiscaliste chez Janté, spécialiste donc de cette thématique-là. On a décidé pour ce webinaire de se concentrer pas exclusivement, mais de vraiment mettre l'accent sur certains sujets liés aux personnes morales. Donc, c'est un webinaire qui va s'adresser notamment à des personnes qui ont créé des holdings, qui souhaitent en créer. Je pense notamment aux entrepreneurs. Et sans plus tarder, je vais laisser la main à François-Xavier. Dernier point, si vous avez la moindre question, le chat, il est fait pour ça. Moi, je récupère vos questions et je les pose à FX quand ça s'y prête directement à la volée, sinon un peu plus tard dans la présentation. Le but étant quand même de permettre à FX d'avancer dans sa présentation afin de couvrir les thèmes principaux. Bonsoir FX, floor is yours. Salut Olivier, merci beaucoup de me permettre d'intervenir sur ce sujet passionnant qui est la fiscalité des investisseurs et des investissements. Merci à Ramify et donc à toi qui personnifie cette belle entreprise. Et donc effectivement, je suis très heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à la fiscalité puisqu'à chaque fois que je parle de fiscalité en général, les gens me disent ouh là 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 là, la fiscalité, on n'y comprend rien, c'est compliqué. Parlons d'autre chose. Eh bien, je vois qu'il y a des gens qui continuent à être intéressés par ça, ce qui me ravit. Pour faire très rapide sur la présentation du cabinet Jantet, donc je suis counsel dans l'équipe fiscale, nous sommes une petite dizaine, une grosse dizaine d'avocats fiscalistes. Travaillons essentiellement en fiscalité M&A, mais aussi patrimoniale, au sein du cabinet Jantet, qui est un cabinet qui a été créé il y a 100 ans, tout rond, cette année, et qui réunit à peu près 200 personnes, avec une cinquantaine de pourcents de la clientèle qui est une clientèle internationale et qui est évidemment un cabinet full service, c'est-à-dire dédié à la totalité, a priori, du droit des affaires, notamment, et donc qui permet de couvrir à peu près tous les champs des possibles en matière de droit. Vous avez une petite slide sympathique avec tout ce qu'on fait. Mais je vous laisserai en prendre connaissance tranquillement plus tard, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de fiscalité. Et donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet d'ores et déjà. Petit arrêt sur image concernant le sommaire. Alors, évidemment, on a couvert pas mal de sujets, mais en 1 heure, c'est toujours très compliqué de couvrir tous les sujets de la fiscalité de l'investissement. On va donc faire des frustrés, mais malheureusement, on est obligé de faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Donc, on va évidemment mettre d'abord et avant tout la lumière sur l'investissement direct versus l'investissement via des holdings patrimoniales, qui nous paraît être un sujet
très important puisque finalement assez peu connu, on remarque, auprès de notre clientèle d'investisseurs qui parfois, du coup, se retrouvent à investir, via des holdings, à la dernière minute, alors que bon, évidemment tout est faisable, mais plus on anticipe, plus, on maximise la force de la holding patrimoniale. Donc ce sera, le premier sujet. Le deuxième sujet, ce sera un sujet plutôt orienté sur les fonds d'investissement. Donc, quels sont les avantages à investir les avantages fiscaux à investir dans des fonds, que ce soit des FCPI, donc des fonds communs de placement d'innovation, ou des FPCI, des fonds professionnels de capital investissement qui ouvrent droit à certains avantages fiscaux, évidemment avec des conditions. Ensuite, on essaiera de parler rapidement de ce qu'on appelle les investissements via des enveloppes capitalisantes. Donc, si ça parle à certains, PEA, assurance vie, PER, qui sont aussi des outils intéressants à bien des égards. Et puis, je pense que cette partie, la quatrième partie, sera celle qu'on survolera peut-être plus parce que peut-être un peu moins intéressante aujourd'hui, mais qui garde quand même une certaine utilité. C'est tout ce qui est investissement dans l'immobilier type Malraux, Cellier, de Normandie. Et puis le LMP, LMNP qui est assez connu aujourd'hui, donc on en parlera, mais si cela vous intéresse, vous pourrez vous référer au slide, et puis je reste évidemment à votre disposition par la suite si besoin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Nous allons donc commencer. Alors, premier sujet, l'investissement en direct versus via une holding. Alors, l'investissement en direct, c'est assez simple, hein. Aujourd'hui, vous avez une modalité assez facile de compréhension, ce qui n'est pas une mince affaire en fiscalité, qui est la taxation au PFU, c'est-à-dire au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Donc vous avez un taux unique de 30% qui est divisé entre 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux sur tous les revenus que vous percevez au titre de vos intérêts, de vos dividendes et de vos plus-values. Donc aujourd'hui, si vous cédez des titres, si vous percevez des dividendes, si vous percevez des intérêts, a priori, le régime de base, c'est la flat tax, ce qu'on appelle le PFU, prélèvement forfaitaire unique, 30%. Vous pouvez évidemment avoir une petite top-up tax qui fait toujours plaisir et qu'on a tendance à oublier, qui s'appelle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui, dès lors que vous dépassez un certain montant de revenus annuels de l'ordre de 250 à 500 000 euros, si vous êtes seul, ce sera à 3%. Au-delà de 500 000, ce sera 4%. Et les seuils sont doublés quand vous êtes en couple. Ce qui fait que Une votre... question Oui, FX là-dessus. Là, on oui, parle du revenu en incluant potentiellement le salaire, la rémunération globale, c'est-à-dire hors cadre des plus-values et des dividendes. Ou c'est tu que parles de quoi? sur... De la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus? Oui, Oui, ouais, c'est tous les revenus de référence. Tous les revenus de référence perçus au titre de l'année. Si ça vous fait dépasser un certain montant, vous rajoutez 3% ou 4% selon les seuils, et selon que vous êtes marié ou non, ça double ces seuils. Donc il faut toujours avoir en tête que le maximum du maximum que vous pouvez avoir si vous êtes taxé sur vos dividendes, intérêts ou plus-value, c'est 34%. Le commun des mortels, c'est plutôt 30, mais vous pouvez arriver jusqu'à 34. Aujourd'hui, et donc ça, c'est une réforme qui a été mise en place par Emmanuel Macron en 2018, qui a instauré ce taux unique. Évidemment, par le passé, vous aviez d'autres régimes. Et ces régimes, par mesure, on va dire, d'équité, n'ont pas été totalement balayés par la nouvelle loi. Pourquoi? Parce que, évidemment, ceux qui avaient des titres avant 2018 pouvaient bénéficier d'un régime qui était plus favorable que le régime de 30%. Et donc, on leur a autorisé à conserver leur régime précédent,
sous réserve qu'ils détiennent des titres antérieurement au 1er janvier 2018. Donc si vous êtes dans ce cas de détenir des titres antérieurement à 2018 et que vous voulez céder vos titres, vous avez une possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc vous écartez le PFU, vous dites moi je veux opter pour le barème progressif, donc les tranches classiques de l'impôt sur le revenu qui va jusqu'à 45%, mais je peux bénéficier d'abattements pour durée de détention des titres qui diffèrent selon la durée de détention de ces titres. Donc vous avez typiquement des abattements simples qui vont de 50 à 65% de la plus-value pour tout type de détention de titres avant 2018, et vous avez un autre type d'abattement qui est un abattement renforcé, l'abattement de 85% pour des sociétés qu'on appelle des PME communautaires, qui sont pour lesquelles vous auriez souscrit ou acquis les titres. En fait, c'est des PME de moins de 10 ans à la date de souscription ou d'acquisition. Autrement dit, au moment où vous avez souscrit les titres, si votre société avait moins de 10 ans, vous pourriez opter pour le barème progressif et un abattement de 85% si les titres ont été détenus depuis plus de 8 ans. En réalité, il faut surtout retenir cet abattement renforcé parce que si vous détenez depuis plus de 8 ans des titres, et que votre société qualifie de PME au sens du régime, vous avez le droit à un abattement de 85% et ça vous fait de facto tomber en dessous des 30% du taux classique du prélèvement forfaitaire unique. Donc ça peut avoir parfois, et c'est important de l'avoir en tête quand même, un intérêt d'opter pour le barème progressif et d'appliquer les abattements pour durée de détention quand vous détenez des titres avant 2018 et que vous les cédez après 2018 plutôt que d'opter pour le PFU. C'est une petite subtilité, mais il faut l'avoir en tête. Il peut parfois être intéressant de regarder le pour et le contre. Il y a un contre à opter pour le barème progressif et donc pour les abattements pour durée de détention, si jamais c'est favorable, c'est que si vous faites cette option, elle est globale et irrévocable pour l'année. C'est-à-dire que pour tous les revenus que vous allez percevoir au titre de cette année, par exemple des dividendes, si vous avez un versement de dividendes, vous allez soumettre au barème progressif également ces dividendes. Et il est possible, alors vous avez ce qu'on appelle un abattement de 40% sur ces dividendes-là, mais il est possible que, in fine, vous ayez une meilleure fiscalité sur la plus-value, mais une fiscalité plus défavorable sur les dividendes. Donc, quand on opte pour tous les revenus, et donc il faut faire attention de bien regarder dans le rétroviseur, puisqu'on opte toujours dans sa déclaration d'impôt de l'année suivante. Donc, si par exemple aujourd'hui je perçois des dividendes et demain je perçois une plus-value au titre de l'année 2024, c'est en 2025, dans ma déclaration d'impôt, que je vais décider si je choisis le PFU ou si j'opte pour le barème progressif avec des abattements éventuels ou pas. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut regarder dans le rétroviseur et de se dire est-ce que j'ai un intérêt ou pas de le faire. Mais bon, voilà l'idée qu'il faut avoir en tête, c'est toujours se poser la question quand on détient des titres avant 2018, est-ce que ou non je dois opter pour le barème progressif ou rester au PFU. Ça, c'est pour la détention en direct. Et cette détention en direct vous permet aussi d'obtenir des réductions d'impôts à avoir en tête. Par exemple, la réduction IR-PME. La réduction IR-PME du 199 ter des 0A du Code général des impôts. Sympa. Ouais, sympathique, qui peut être intéressante parce qu'elle permet en fait de donner, de souscrire au capital de PME et donc de favoriser le développement des PME. Vous avez une réduction qui peut aller jusqu'à 18 000 euros. Avant, c'était 25, c'est donc jusqu'à 18%, pardon, 18%, et c'est limité malheureusement à un plafond qui est un plafond fiscal global annuel de 10 000 euros. Donc en fait,
C'est un avantage intéressant sur le papier, mais vous êtes très vite limité au plafond global de 10 000 euros. Donc, ayez en tête que vous pouvez investir dans des PME sous réserve qu'elles remplissent un certain nombre de conditions, que je ne vais pas vous énumérer tout de suite parce que sinon vous allez partir de ce webinaire en courant. Mais sachez que quand vous détenez en direct, vous avez quand même la capacité de bénéficier d'une réduction d'impôt particulière qui est la réduction IRPME, la réduction Madelin, sous réserve que la société qui émet les titres soit une PME au sens de ce dispositif et vous permet d'obtenir une réduction d'impôt à hauteur de 18% de votre souscription, dans la limite d'un investissement de 50 000 euros pour une personne seule, 100 000 euros pour un couple, mais limité à un plafond global, qui est le plafond qui s'applique à beaucoup de niches fiscales et qui finalement vient limiter l'intérêt puisque on va dire le maximum qu'on peut obtenir, c'est 10 000 euros par an. Donc voilà, ça c'est l'intérêt d'une détention directe. Et venons à l'intérêt d'intermédier une holding. Quand vous avez, vous voulez céder des titres ou que vous voulez percevoir des intérêts. Évidemment, la simplicité, c'est de le faire en direct. Quand vous cédez en direct et vous avez 30 ou évidemment abattement, si vous optez. Mais bon, c'est assez simple. Vous écrivez tout dans votre déclaration d'impôt, l'année de déclaration et basta. En revanche, si vous intermédiez une holding, vous allez avoir un formidable avantage fiscal offert par la loi, que finalement, on remarque certaines personnes ne connaissent pas et donc il est intéressant d'en reparler. Et cet avantage fiscal se fait à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est sur la distribution de dividendes. Aujourd'hui, si vous intermédiez entre les sociétés dont vous détenez les titres et vous-même une holding, les dividendes qui sont perçus par la holding seront taxés à 1,25% d'impôt sur les sociétés versus 30% si vous les obteniez en direct. Donc vous avez quasiment un avantage fiscal de 28,75%, ce qui n'est pas indéniable sur le montant des dividendes. Pour les plus-values, si votre société verse des plus-values, pardon, si votre holding cède des titres d'une société qu'elle détient, elle va être taxée non pas à 30% comme vous le seriez si vous le faisiez en direct, mais à 3%. Taux effectif d'imposition sur les sociétés de 3%, c'est-à-dire qu'on impose uniquement la plus-value sur 12%, une quote-part de 12%, auquel on applique l'impôt sur les sociétés qui aujourd'hui est de 25%. Si vous multipliez 25 par 12, ça fait 3%. Donc vous avez une économie d'impôt de 27%, ce qui est énorme, puisque si vous l'aviez fait en direct, vous seriez à 30%. Donc ça présente un intérêt majeur. Je vous ai mis un petit récapitulatif. Par exemple, vous avez un résultat de 100, vous remontez, il vous reste plus que 52,5, alors que vous seriez en société opérationnelle, vous auriez un résultat de 100, on remonte IS 75, vous êtes à quasiment 74 et des poussières d'impôts, enfin de revenus nets après impôt, ce qui fait un différentiel énorme. Et donc c'est un vrai avantage. Pourquoi? Parce que ça vous permet, via votre holding, de constituer un patrimoine qui vous permet de réinvestir les sommes économisées, l'avantage fiscal économisé dans d'autres sociétés, dans l'immobilier, voilà, donc de diversifier votre patrimoine via une holding. Évidemment, quand on parle d'avantage fiscal, on a évidemment des conditions, on a des choses trappes et on ne peut pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'avantage est trop gros pour considérer que
Voilà, il suffit d'intermédier une holding entre soi et nos investissements pour réduire la note. Il y a plusieurs choses à avoir en tête quand on fait ça. La première, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un mécanisme du 150 obétaire, un mécanisme de report d'imposition. Lorsque vous apportez vos titres à une holding, c'est-à-dire que vous aviez vos titres initialement dans votre patrimoine et vous dites, bah tiens, en fait, j'aimerais bien bénéficier de cet avantage fiscal sur les dividendes et sur les plus-values, et donc j'apporte mes titres à une holding. Quand vous apportez vos titres à cette holding, vous avez un mécanisme de report d'imposition. C'est-à-dire que la plus-value que vous réalisez lors de cet apport, cette plus-value étant matérialisée par la différence entre la valeur des titres apportés à la date de l'apport et la valeur de souscription des titres à l'origine. Donc cette plus-value d'apport est cristallisée et non imposée. Donc vous êtes en neutralité fiscale au moment où vous apportez les titres. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que vous n'êtes pas financièrement taxé sur quelque chose pour lequel vous n'avez finalement récupéré aucun cash, puisque vous apportez des titres à une filiale, à une holding, et la holding vous donne des titres en contrepartie. Vous ne récupérez pas de cash. Donc l'administration et la loi vous disent, bon, bah écoutez, on ne va pas vous taxer, mais en revanche, si la holding cède les titres dans les 3 ans de l'apport, donc j'apporte mes titres en temps 1, la holding a une holding qui les cède moins de 3 ans après l'apport. Dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle un mécanisme de report de réinvestissement lié au 150 obétaire qui vous dit, bah, dans ce cas-là, vous devez réinvestir au moins 60% du produit de la cession dans des activités éligibles au régime du 150 obétaire. Autrement dit, OK, on vous fait une neutralité au niveau de l'apport, mais en revanche, nous, ce qu'on vous dit, c'est que si vous cédez dans les 3 ans, il faut réinvestir au moins 60% des sommes dans une activité éligible. Alors, activité éligible, c'est des activités de nature commerciale. Ça peut être dans l'acquisition de titres de sociétés commerciales, mais il faut avoir le contrôle de ces sociétés, ou la souscription de titres de sociétés commerciales, industrielles, voilà. Et là, on n'est pas obligé d'avoir le contrôle, ou dans des FCP, des FCPR qui eux-mêmes remplissent certains quotas. Donc, ça peut être intéressant, mais il faut avoir en tête que si on ne prépare pas suffisamment en amont ces apports à des holdings, par exemple, si vous avez envie de céder des titres rapidement après l'apport, vous allez vous retrouver dans une obligation de réinvestir au moins 60% de ces sommes dans une activité éligible. Les 40%, eux, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez les réinvestir dans l'immobilier, les réinvestir, voilà, vous achetez une résidence secondaire, voilà. Mais 60% seront loqués. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce qu'on a beaucoup de clients, nous, qui oublient et ce réinvestissement, pardon, doit être fait dans les 2 ans de la cession. Donc, autrement dit, si dans les 3 ans vous cédez, vous avez 60% à réinvestir dans les 2 ans de la cession. Les 2 ans, ça va vite. Donc, il faut bien réfléchir à ce dans quoi vous allez réinvestir. Vous avez des fonds de remploi 150 obétaires, mais voilà, il faut réfléchir à ça, sachant que si vous prévoyez suffisamment en amont vos apports et que vous cédez après 3 ans, que la holding cède après 3 ans, vous n'avez aucune obligation de réinvestissement et vous pouvez donc utiliser votre cash comme vous le voulez, après l'imposition évidemment à 3% sur la plus-value. Une Donc la holding, question. oui, On a quelques questions, bien sûr. FX. Peut-être la première, que se passe-t-il? On a essayé de bien faire les choses. On a littéralement investi 60%. Et il Ouais, se trouve, en tout cas, on avait l'ambition de faire 60%. Il se trouve qu'on a investi que 59%. Premier cas. Que se ouais, passe-t-il? ouais, Deuxième cas, on a investi dans un fonds étiqueté 150 zéro BTR. Et ouais. il se trouve qu'il y a eu un problème où c'est pas la totalité de ces investissements qui peut être considéré
150 0 BTR éligibles, mais que 90%, et ça nous fait descendre en dessous de ces 60%. Que se passe-t-il et comment se prémunir de telles déconvenues? Oui, alors c'est une très bonne question. Alors l'administration fiscale, malheureusement, elle n'est pas très sympathique en ce qui concerne les loupés sur les réinvestissements. Vous avez alors l'administration et la jurisprudence, hein. Vous avez de la jurisprudence qui vous dit, par exemple, assez récente, qui vous dit si vous loupez le réinvestissement de 60% de 9 jours, c'est-à-dire vous passez le délai de 2 ans de 9 jours, euh, vous ne respectez pas les conditions pour bénéficier du report d'imposition initiale et donc vous faites sauter la plus-value d'apport initial. Donc, c'est assez strict. Et donc, si vous êtes à 59% et pas à 60%, techniquement, si vous faites rattraper par la patrouille, ça va être difficile, à part obtenir vraiment la clémence de l'inspecteur, de pouvoir justifier que vous bénéficiez du régime. Donc, c'est pour ça que c'est très important, en amont, si vous savez que vous allez devoir réinvestir ces 60%, c'est très, très important de préparer ça d'ores et déjà. Après, sur la deuxième question, sur les fonds qui vous indiquent qu'ils sont éligibles alors qu'ils ne le sont pas. Alors, en général, ça n'arrive pas quand même parce que c'est pas de bol. Mais si tel était le cas, techniquement, là aussi, il y a un sujet et l'administration pourrait très bien venir vous chercher. Après, c'est des questions de responsabilité. En général, voilà, il faudra se retourner contre la société de gestion ou autre pour. On n'est plus dans le fiscal, c'est-à-dire que techniquement, le régime fiscal saute parce que vous n'avez pas rempli les conditions pour. Donc, ce sera plus de la mise en cause de la responsabilité de personnes qui vous ont dit que c'était en remploi. En général, ce qui se passe, c'est que les fonds où les sociétés potentiellement éligibles aux 150 OBTR vont voir des cabinets comme nous en disant François-Xavier, merci de bien vouloir nous faire une petite note confirmant que la société ou le fonds est éligible aux 150 OBTR. Comme ça, s'il y a un problème, c'est toujours l'avocat qui trinque et donc voilà. Et c'est pour se baquer. Nous, on fait une analyse préalable où généralement, on regarde si les critères sont remplis et ensuite, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Merci. Une question de Xavier. Ouais. Y a-t-il des types de sociétés qu'il vaut mieux détenir en direct sans avoir une holding intermédiaire? Oui, les SCI en général, quand vous avez les SCI, alors vous pouvez avoir, ça dépend les SCI ce que vous en faites, hein, ça dépend de l'immobilier que vous avez à l'intérieur, mais si c'est de l'immobilier uniquement, on va dire, à visée patrimoniale, familiale, intrafamiliale, on ne met jamais sa SCI sous une holding pour occuper un bien immobilier en résidence principale, par exemple, ou en résidence secondaire. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, vous retombez dans les règles IS et donc ça vous oblige à fixer des loyers, ça vous oblige à taxer des loyers fictifs puisqu'en fait vous vivez dans un appartement et vous êtes obligé de fixer un loyer qui finalement ne versez pas. Donc en fait, on déconseille ce type ce type d'investissement via des SCI pour du patrimonial pur, on va dire intrafamilial. Après, si vous voulez faire de la location meublée ou autre, ça peut très bien être sous une holding. Voilà, mais sinon, il n'y a pas de contre-indication particulière, sachant que, et ça c'est pour revenir alors, au sujet des choses trappes de la holding, formidable outil d'investissement, mais deux choses à avoir en tête au-delà du 150 OBTR dont je vous ai parlé, parce que vous pouvez très bien avoir une holding, investir en direct dans des actifs et ne pas avoir à apporter vos actifs à la holding. Et donc, le 150 OBTR ne s'applique pas, puisque si vous n'apportez pas à la holding et que la holding investit directement dans ces actifs, on n'a plus de sujet de report d'imposition. En revanche, vous avez toujours deux sujets dans les holdings, et ça, nous, on est
le cabinet, mais je pense que la place aussi aujourd'hui est très soucieuse de respecter ces préconisations. Vous avez la première qui est si jamais vous voulez vous faire remonter le cash de la holding à vous-même, ça ne présente plus d'intérêt. Pourquoi? Parce que en fait, vous recréez un surcoût fiscal en interposant une structure. Je m'explique. Si vous détenez les titres en direct, vous êtes à 30%. Dividendes, intérêts, plus-value. En revanche, si vous intermédiez une société qui va être taxée d'abord à 1,25 sur les dividendes, à 3% sur les plus-values, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions qui est régime Murphy, etc. Mais on en reparlera. Mais voilà, vous êtes à 3%, 1,25, mais que la holding finalement distribue les sommes à vous-même, vous serez à nouveau taxé à 30%. Donc vous allez avoir un surcoût fiscal au niveau de la holding. Donc pourquoi, quel est l'intérêt de cette holding? L'intérêt de cette holding, c'est de conserver le cash au niveau de la structure, qui permet de réinvestir les sommes dans un certain nombre d'actifs et donc de bénéficier via ce levier fiscal important de 27% d'économie d'impôt 28,75, de vous permettre de réinvestir ces sommes et le cas échéant de vous verser de temps en temps des dividendes et de piloter votre revenu. Mais si votre objectif, c'est de faire tout remonter directement dans vos poches, ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut vraiment que ça soit un outil de réinvestissement. Deuxièmement, cet outil, ça ne doit pas être un outil monoactif. Autrement dit, si vous avez 70% des titres d'une société et que vous vous dites, bah, je vais intermédier une holding parce que c'est génial, mais que vous n'avez que ça dans votre holding, l'administration pourrait très bien vous dire non, je considère que tout ça n'a été fait que dans un but fiscal, qui est de bénéficier d'un taux très réduit d'impôt. Et donc, je supprime cette interposition et je considère que vous êtes à 30%, plus des pénalités, etc. Donc, il y a une notion de substance importante qui est de dire, bah, il faut que j'investisse dans plusieurs actifs, pas que un seul actif. Je peux aussi essayer de prester via ma holding. Si j'ai une activité de consulting ou autre, je peux passer par ma holding. Je peux aussi transmettre mes parts de holding à mes enfants, par exemple. Vous avez toute une partie transmission qui peut être intéressante. Vous pouvez transmettre en démembrement de propriété, c'est-à-dire au lieu de transmettre la pleine propriété de vos titres, vous transmettez la nue propriété des titres à vos enfants avec un barème qui vous permet de décoter la valeur des titres et de faire quelque chose d'avoir du coup selon l'âge selon votre âge. Donc plus vous le faites jeune, plus vous réduisez l'impôt sur les titres que vous donnez, et donc ça vous permet de transmettre à vos enfants quelque chose voilà, un outil important d'investissement et de préparer votre succession. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment avoir en tête. Et de même, une holding peut faire l'objet d'un pacte du trail. Le pacte du trail, on en parle beaucoup parce que tout le monde essaie de tirer dessus. C'est vrai que c'est un formidable outil aussi de transmission qui vous permet, sous réserve de remplir un certain nombre d'obligations, d'avoir une exonération de 75% des droits de mutation en cas de transfert des titres. Et donc, la holding peut faire l'objet d'un engagement, d'un pacte du trail. Donc voilà, formidable outil d'investissement, formidable outil pour l'investisseur, des choses quand même à avoir en tête, substance, report d'imposition avec des obligations si jamais on est à moins de 3 ans, pas d'obligation à plus de 3 ans. Donc plus on le fait tôt, mieux c'est. Si on utilise l'outil de holding comme un outil de réinvestissement du cash perçu, c'est génial. En revanche, si on se fait tout remonter en direct parce qu'on veut s'acheter un appartement avenue Foch, ça a beaucoup moins d'intérêt parce que vous créez un surcoût fiscal. Une question Voilà. sur une question spécifique sur les entrepreneurs et après on a beaucoup de questions sur juste la création de holding au sens large sans Bien sûr, nécessairement apport de titre. bien sûr. Pour un entrepreneur et la notion de substance, ça semble être à chaque fois un peu compliqué puisque un entrepreneur au départ n'a a priori qu'une seule chose Mmh.
les parts de son entreprise. Par conséquent, oui, il faut essayer de prévoir. C'est une de tes recommandations, hein, si j'ai bien Oui. suivi ce webinaire. Et en Mhm. même temps, il faut faire preuve de substance. Mais il se trouve que mais c'est déjà pas mal, on va pas le plaindre, mais il n'a qu'une seule chose, c'est parts d'entreprise. Mm. Et donc, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a un risque? Je sais qu'il y a pas mal de d'entrepreneurs qui sont dans ce webinaire-là. Que Mm. faut-il faire? Alors, c'est une excellente question. Évidemment, euh, moi, ma recommandation, c'est il faut éviter au maximum les sociétés monoactives. Alors, pourquoi? Parce que ça attire l'œil de l'administration. Et évidemment, à un moment donné, alors ce que je vous ai pas dit, parce que j'ai essayé de faire simple et je sais que c'est déjà très compliqué, mais pour bénéficier du 3%, 1,25%, il faut détenir les titres depuis au moins 2 ans. Donc, si vous faites rattraper par la patrouille avant 2 ans, c'est-à-dire la holding détient les titres de votre société depuis moins de 2 ans, vous êtes à 25% d'impôt sur les sociétés versus 30% en direct. Donc à la rigueur, le gain fiscal, il n'est pas énorme pour vous puisque vous gagnez 5%. En revanche, si vous détenez les titres depuis plus de 2 ans, là, il devient important. Et c'est vrai que l'administration va tendance à vouloir regarder un peu de plus près. Donc, ma préconisation, moi, si j'étais votre avocat, ce serait de vous dire, à minima, si vous avez un peu de cash, de l'injecter dans la holding et d'investir dans d'autres types d'actifs, même dans des valeurs mobilières de placement, c'est-à-dire dans des actifs, même des titres de sociétés de bourse, hein, pas nécessairement des choses très significatives en termes de prix, mais en tout cas, d'essayer de maximiser la diversification et ne pas avoir une seule structure, voilà, une structure vraiment monobloc où on a vous, la holding et la société cible. Après, j'envisagerais peut-être, si vous avez la possibilité, de prester par ailleurs, si vous avez des activités de consulting, etc., via votre holding auprès de clients pour en faire une structure un peu spécifique qui vous permet voilà, de prester pour des clients autres que uniquement votre propre structure. Ensuite, évidemment, viendra la question de la transmission patrimoniale. On peut toujours transmettre et organiser, gérer la transmission pour éviter qu'il y ait trop de des avantages, des avantages juridiques et fiscaux à avoir donné. Mais bon, quand on donne, on donne. Donc, il y a aussi ça qu'il faut avoir en tête. Mais c'est clair que si vous n'avez qu'un seul actif dans votre holding, il n'est pas totalement impossible que l'administration vienne toquer à votre porte. C'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est essayer un minimum de diversifier pour ne pas être celui qui va être attrapé par l'administration. Voilà, il faut essayer de diversifier un peu ses actifs. Voilà, euh, pour ne pas en faire une seule et même structure détenant une seule société. Et donc là, on a plein d'autres questions, mais peut-être tu as envie de finir ce premier chapitre avant qu'on on te les énonce. Dis-moi ce que Alors tu veux le faire. premier chapitre, il est terminé. Voilà, là Ok, c'était les points de développement que j'ai apportés. C'est ce qui a déjà été fait. fantastique. Donc, sur les autres questions qu'on a pu avoir, c'est des questions de David, Emmanuel et Olivier notamment. C'est finalement à partir de quand Hum, on doit se créer hors cadre apport d'actifs, apport hum, de parts. C'est à partir de quand on se dit la création d'une holding devient intéressante, pour quel ressort hum. et aussi pour quel coût. Je pense que c'est à peu près les principales questions. Dans un deuxième temps, toi, tu conseilles d'investir dans quel type de support au sein de la holding? Alors ça fait beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, sinon je peux te les reprendre une par une, Non, non, si non, tu non, non, mais précises. j'ai très bien compris. Alors, quel est le meilleur moment? C'est une très très bonne question.
Et en fait, ça dépend en réalité de chacun de vos cas. Si par exemple vous avez une structure avec une levée de fonds envisagée, est-ce que je la crée tout de suite ou pas? Ça dépend de la valorisation qu'on va donner à la société, parce qu'évidemment, il faut valoriser à la valeur réelle les titres au moment de l'apport. Donc, si vous ne connaissez pas la valeur de votre, si vous n'avez pas la valeur exacte de votre société au moment où vous apportez et que 6 mois après, vous vous rendez compte qu'en fait, elle vaut beaucoup plus, l'administration peut venir vous embêter. Donc, il y a une question de valorisation. Si vous êtes suffisamment en amont d'une levée de fonds, vous pouvez bien évidemment commencer à apporter, mais toujours en diversifiant pour avoir ce délai de 3 ans qui est d'ores et déjà acté et qui vous permet du coup de réinvestir dans tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas des titres qui ont vocation à être cédés tout de suite, bah, vous pouvez le faire maintenant. C'est-à-dire que si vous avez un portefeuille d'actifs de valeur mobilière de placement, pas de levée de fonds envisagée, etc., vous pouvez d'ores et déjà vous faire une holding patrimoniale et vous permettre de diversifier vos investissements dans tout type dans tout type de portefeuille de titres. Euh, Si je et, suis salarié, par exemple, ouais, salarié ou par exemple profession libérale, ouais, médecin, avocat, ou je travaille dans un gros fonds d'investissement justement. ouais. Donc des traits potentiellement des traits au salaire. À partir de quand je me dis là, ça vaut le coup de créer ma holding, ou en tout cas, il faut que je commence à m'interroger dessus, quitte à bien sûr consulter un avocat fiscaliste, mais c'est à peu près quand? J'imagine qu'un salaire, je sais pas, de 40 000, 50 000 euros, on va se dire, à supposer qu'il n'y ait pas un patrimoine déjà qui a été qui est réel, ça Mmh. serait un peu trop juste. C'est à partir de quand tu te dis ça vaut au moins le coup de se poser la question? Alors, ta question, elle a une, elle appelle de ma part le commentaire suivant. Il faut faire attention, il ne faut pas déguiser du salaire en dividende ou Ah oui, oui, non, je parlais alors d'un salarié. Bien sûr, le but n'est pas de déguiser quoi que ce soit, mais quand tu dis mais quand tu dis à partir de quelle rémunération? C'est-à-dire, je c'est-à-dire sais que pas, je travaille en private equity. Par ouais, exemple, là, on a reçu pas mal de gérants, là. ouais, On a eu la chance de recevoir pas mal de gérants, à supposer qu'ils soient salariés de leur structure, ouais. très bon salaire, sans connaître leur salaire. À partir de quand ils se disent, bon, ça vaudra le coup de créer une holding et justement, je vais réaliser mes investissements futurs au sein de cette holding. Est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? C'est Oui, finalement essentiellement non, je comprends c'est mieux une ta question structure parce que essentiellement pour les entrepreneurs ou non, en réalité, à non, partir du moment. ça peut être pour n'importe qui. Je comprenais ta question autrement. Je pensais que tu me disais, à partir de quand je transforme mon salaire en intermédiaire une société pour percevoir du dividende, enfin pour prester via ma holding et non plus en étant salarié en direct. Et donc la question précise d'ailleurs, c'est Emmanuel qui nous la donne parce qu'il a été plus précis que moi, c'est à partir de quel niveau de patrimoine on se dit que ça semble intéressant de créer une holding. Alors, c'est une bonne question. Il n'y a pas de vérité en la matière. C'est sûr que si heu, votre portefeuille d'actions, vous gagnez, 2 000 ou 3 000 ou 4 000 € par an, ou 5 000 € ou même 10 000 €, les coûts de structure, les coûts liés à la comptabilité, pour peu que vous ayez un comptable qui soit pas donné, ça va vous générer quand même un peu de frais. Donc c'est clair que si vous gagnez 10 000 euros, votre, je pense que votre avantage n'est pas nécessairement de mettre une holding. En revanche, quand on a des patrimoines qui commencent à avoir, des, vous avez, on va dire, des revenus dividendes, capitaux mobiliers et, et plus-values qui excèdent, je pense, à peu près 30, 40, 50 000 euros de façon récurrente. Là, on peut commencer à se poser la question de savoir est-ce que je n'intermédie pas une holding. Pourquoi? Parce que les frais
engendrés par cette création de holding vont être bien inférieurs à l'avantage que vous allez pouvoir en percevoir par ailleurs. Donc, si c'est de l'investissement classique avec des remontées de cash qui sont très limitées, entre 10 000 euros, j'aime pas donner des chiffres parce que c'est vrai que c'est un peu difficile, mais vous voyez, pour une création de structure de holding classique, on est, je pense, à 2 000 à 3 000 euros. Puis après, il y a les frais de comptabilité qui doivent être par an, j'imagine, pour une holding classique, c'est à 2 000 euros à peu près. Donc, si vous êtes à 8, 9, 10 000 euros par an, ça vaut pas trop le coup. Si vous êtes à 20, 30, 40, 50 000, ça peut commencer à devenir intéressant. Voilà. En tout cas, merci, mais je comprends la difficulté de C'est mettre des nombres, mais c'est bien d'avoir les ordres de grandeur. bien sûr. Ça permet quand même à tout le monde de se projeter. Donc, merci pour ça, Netflix. Une Bon, dernière question ouais, sur cette première bien sûr, thématique, bien sûr. qui est sur l'une de tes slides, j'aurais dit 4 sur 7. C'est une question de Nicolas. Bonsoir. Non, alors la question après, pardon. 4 sur 7 peut-être? Quatre sur Ouais. 7, pardon, excuse-moi. Ouais. Non, non, pas de problème. Question de Nicolas. Je n'ai pas compris d'où vient le 52,5 si on a 100 moins 30% en direct. Idem, comment peut-on avoir plus avec la holding si on a 1,5% puis 30% vs seulement 30% en direct? Bref, challenge sur les nombres. Est-ce que tu peux Ah, peut-être rapidement nous ouais, bien réexpliquer sûr. comment tu as remonté, comment tu as obtenu ce résultat? Et bon, après, s'il y a une erreur de calcul, il y a une erreur de calcul, j'en sais Alors, rien, ça, mais mince, pardon. J'ai pas voulu changer pour éviter de répondre. Vous avez 100 euros de résultat. Alors, on est à droite, hein, en direct. Vous avez 100 euros de résultat. Vous avez 25% qui est l'impôt sur les sociétés. Malheureusement, il existe. Donc, sur les 100 euros de résultat, vous avez un impôt sur les sociétés de 25, ce qui vous fait 75 euros de distribuable. Et sur ces 75 euros, vous avez 30% normalement de ces 75 qui sont prélevés, qui est la flat tax, qui devrait vous faire 52,5 si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà c'est-à-dire impôt sur les sociétés sur 100, puis ensuite flat tax de 30% appliqué aux 100 moins 25 euros donc after corporate income tax, comme on dit. Et sur la deuxième question, quelle était-elle? Désolé, j'ai loupé le je coche. remonte. Bah, en fait, Alors, c'est pareil pour réexpliquer les chiffres, hein. Société opérationnelle, 100 euros, 25%, on est à 75. Si on applique, donc on a 75% qui remonte au niveau de la holding. Si on applique le régime mère-fille, c'est-à-dire les 75 qui remontent à la holding, elle va être taxée à 1,25. Donc normalement, elle va être taxée à 0,938 euros d'impôt sur les sociétés, ce qui fait 74,06 à remonter à la personne physique si elle décide de se remonter l'argent. Et cette personne sera elle-même taxée à la flat tax à 30%. Donc ces 74,06 seront eux-mêmes taxés à 30%, ce qui fait un net de 51,844. Ce qui démontre bien que si vous intermédiez une holding et que vous vous faites remonter le cash parce que en fait votre structure elle sert pas à grand chose, vous vous retrouvez finalement moins bien loti avec une société interposée qu'en étant en direct. En revanche, si vous conservez l'argent au niveau de la holding et vous ne vous remontez pas l'argent à votre niveau, vous n'avez une taxation que de 0,938, ce qui fait que vous conservez quasiment 74,0625 moins 51, voilà, vous avez quasiment 20 euros de gagné, quoi, ce qui est génial, ce qui vous permet de réinvestir ces 20 euros dans n'importe quoi euh, et de gagner beaucoup de pouvoir d'investissement. Est-ce que je suis clair ou pas? oui, mais très clair pour moi et pire, on en rediscutera Ouais, avec Nicolas à la fin du ouais, bien webinaire sûr, qui bien va sûr. un peu déborder. Je pense que tout le monde l'a compris. Il est 18h51. On va essayer de pas trop déborder non Non, plus. non, je vais aller assez vite, mais je pense que c'est intéressant sur les fonds.
Sur les fonds, il y a 2 choses à avoir en tête. Premièrement, il y a, alors les fonds, c'est un formidable, aussi levier, de diversification patrimoniale puisqu'il vous permet, d'obtenir des rendements qui sont, très supérieurs à ce que, vous pouvez obtenir par ailleurs sur des réinvestissements PEA, PER et cetera. Mais évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde, ou en tout cas, il faut avoir en tête que ce sont des investissements risqués et que vous avez on va dire des paliers, soit ce sont des investissements, pour des professionnels, soit c'est des investissements de minimum 100 000 €. Heu, Vous avez des avantages, très importants fiscaux, sous réserve que, le fonds remplisse un certain nombre, de conditions. Alors, vous avez ce qu'on appelle les FCPI, donc les fonds communs de placement d'innovation, ou les FIP, les fonds d'investissement de proximité, qui vous permettent, sous réserve que ces fonds remplissent notamment des quotas, 70% d'investissement dans des sociétés, innovantes ou, dans des sociétés, qui sont, dans une région particulière, par exemple la Corse, heu, qui vous permettent, si vous investissez dans ce type de fonds, d'obtenir des réductions d'impôts. Des réductions d'impôts, alors le maximum d'investissement annuel, c'est 12 000 € pour une personne seule, 24 000 € pour un couple et ça vous donne droit, à, une, comment dire? Un une réduction fiscale de 18 18 de votre investissement qui ne peut pas excéder 24 000 ou 12 000. Évidemment, vous avez des obligations qui sont liées, aussi aux souscripteurs et notamment de conserver les parts au moins 5 ans. Donc il faut avoir ça en tête. Vous ne pouvez pas, revendre vos parts de FCPI ou de FIP avant 5 ans. Donc ça bloque, votre engagement pendant 5 ans et vos fonds pendant 5 ans. Par ailleurs, vous ne pouvez pas avoir 10 excéder 10 du fonds, des parts du fonds, ou vous ne pouvez pas détenir, indirectement ou directement plus de 25 des titres dans lesquels vont investir le fonds. Donc vous avez quelques, on va dire, conditions à respecter et notamment cette obligation de conservation des titres pendant 5 ans qui peut parfois être qualifiée d'inconvénient, puisque évidemment, vous ne pouvez pas récupérer la mise avant 5 ans. Vous avez, mais ça peut être intéressant pour vous d'avoir cette réduction. Vous avez un deuxième avantage qui est très puissant, qui est l'avantage du fonds fiscal, qui peut se cumuler avec l'avantage précédent du FCPI. Le fonds fiscal, heu, vous permet, d'investir dans des fonds qui doivent respecter un certain quota, d'investissement dans des PME, européennes. Donc elles doivent avoir au moins 50% de leur activité dans des PME qui sont soumises à l'IS, qui sont en Europe, et qui remplissent un certain nombre de critères. Et si ces fonds, respectent les quotas, et que vous détenez les titres au moins pendant 5 ans, pendant la durée du fonds, de vie du fonds, l'ensemble des, plus-values, dividendes ne seront pas taxés à l'impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux, sous réserve que ces sommes soient réinvesties dans le fonds. Donc ça vous bloque quand même les sommes pendant au moins 5 ans, sachant qu'en général les fonds, vivent, plus longtemps que 5 ans et donc ça vous bloque un certain temps ces sommes. Mais en revanche, vous avez, un super avantage fiscal, c'est que non seulement vous n'êtes pas taxé pendant la durée de vie sous réserve de réinvestir, mais à la sortie, à la fin alors à la sortie, ça peut être soit après 5 ans, soit à la dissolution du fonds, toutes les sommes que vous récupérez sont exonérées d'impôt sur le revenu. Donc les 12,8, on oublie. Vous n'êtes taxé qu'aux prélèvements sociaux à 17,2%. Donc les fonds, c'est très intéressant, parce que la rentabilité est en général très bonne, sous réserve que vous ayez suffisamment de patrimoine. C'est pour ça que je comprends qu'en général,
on préconise un maximum de 10% de réinvestissement dans des fonds pour diversifier et éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais ça vous permet, un, d'avoir une super rentabilité, deux, pour peu que vous conserviez ces sommes pendant 5 ans, de ne pas avoir de taxation sur l'impôt sur le revenu, mais uniquement sur les prélèvements sociaux. Et par ailleurs, si vous investissez dans des fonds qui eux-mêmes investissent dans des entreprises innovantes, vous avez une déduction fiscale. Donc vous avez un cumul potentiel très important d'avantages fiscaux qu'il faut mettre en perspective évidemment avec le montant des sommes à mettre au pot, c'est-à-dire en général 100 000 euros minimum, et au fait que pendant un certain nombre d'années, ces sommes sont cadenassées et ne peuvent pas être récupérées par l'investisseur. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, mais les fonds fiscaux, sous réserve, alors vous avez des attestations qui sont données par les fonds pour justifier qu'ils respectent les quotas d'investissement. Techniquement, les fonds vous donnent des attestations et vous permettent du coup de bénéficier d'un régime qui est ultra favorable. Donc c'est aussi un moyen de diversifier son patrimoine en investissant dans ce type de fonds, qui peuvent être des fonds innovants ou des FCPR, des fonds communs de placement à risque, qui peuvent investir dans tout type d'activités, qui peuvent diversifier. Alors soit ils peuvent se spécialiser dans certains secteurs d'activité, soit ils peuvent diversifier leur patrimoine au maximum. Olivier, je continue. Oui, oui, hyper clair. Il y a Emmanuel qui semble moins enthousiaste par ce type de fonds. Alors, j'interprète peut-être un peu ses propos. Risque de moins-value, néanmoins, trois petits points. C'est-à-dire que certes, des avantages fiscaux, donc qui peuvent être considérés comme faisant partie de la performance nette. C'est vrai que on a eu l'habitude que pas mal de ces fonds-là aient des performances relativement mitigées. Bien sûr, c'est investissement sur 5 ans. La réalité, souvent, c'est que Ouais. c'est plutôt aux alentours de 10 et donc cet avantage fiscal, quand il est étalé sur 10 ans, c'est peut-être un peu moins intéressant que ce qu'on ne pouvait penser de prime abord. Alors, Alors, j'interprète beaucoup sûrement les paroles d'Emmanuel. En tout cas, Emmanuel, vous avez bien sûr le droit de me contredire. Mais non, mais voilà, Emmanuel c'est comme a ça que tout à fait raison. j'interprète les trois petits points. Emmanuel a tout à fait raison. Alors, c'est un très bon avantage fiscal pour peu qu'effectivement la rentabilité soit au rendez-vous. Parce qu'effectivement, si le fonds n'est pas rentable et que les frais mangent la plus-value et vous finissez en moins-value, ça a tout de suite beaucoup moins d'intérêt. En tout cas, si vous arrivez à choisir bien vos fonds et que vous assurez d'une rentabilité, enfin vous assurez en tout cas la rentabilité espérée est au rendez-vous. Effectivement, c'est pour ça que je pense que dans un patrimoine global, on ne peut pas avoir 100% d'investissement dans un FCP parce que on se retrouverait trop à risque. Mais vous pouvez avoir une petite poche d'investissement dans ce type de fonds qui peut effectivement vous obliger à conserver les sommes pendant 10 ans et ne pas pouvoir les utiliser. Mais si derrière vous arrivez à faire une plus-value, vous êtes quand même plutôt dans un dispositif et un avantage fiscal très intéressant. Question de Pierre, Ouais, peut-être pas pour cette section-là, c'est à toi de nous le dire. ouais. Cas aussi du Girardin, point d'interrogation, ou du GFI. Alors cas aussi du Girardin, l'intérêt. Oui, peut-être que tu avais prévu d'en parler dans la Alors, section 4. Je sais pas si tu souhaites en dire deux mots ou pas. non, Encore mais une alors, fois, ça fait déjà une heure effectivement qu'on discute, donc techniquement, ça devrait être la fin du webinaire. Je vous propose, et si FX, bien sûr, tu es d'accord, d'essayer d'accepter de d'acc- dépasser de quelques minutes, peut-être de 10 minutes bien sûr. maximum,
bien sûr. Donc Alors, c'est ce que disait FX, il va y avoir des frustrés, donc excusez-nous Pierre si vous allez en faire partie. À toi de voir si tu as envie d'en parler ou pas non, une fois la sur connexion. le Girardin, je comptais, alors pas vraiment en parler, mais pour être tout à fait honnête, nous, on a beaucoup de remises en question aujourd'hui de dispositifs Girardin par l'administration fiscale. Donc c'est un dispositif qu'on préconise pas trop parce qu'il est un peu, voilà, aujourd'hui, les gens déchantent un peu, l'administration se penche un peu sur le sujet, et donc c'est pas quelque chose que je préconiserais. Voilà, après on Et pourra c'est en très reparler. clair, au contraire, je pense que ça nous éclaire beaucoup. Il faut pas non plus faire la chasse juste à la fiscalité si derrière Ouais, ouais, l'investissement ne semble pas intéressant. Donc non, au contraire, merci pour ta transparence, FX. voilà. Sur le troisième sujet, évidemment, tout ça, c'est une enveloppe. Enfin, ce sont des diverses possibilités d'investissement, donc tout peut être cumulé, hein. L'idée, c'est vraiment de faire un pot pourri de ce que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi des enveloppes capitalisantes, assurance vie, PEA, PER. Ce qu'il faut avoir en tête, il y a deux choses. Le PER, c'est plan d'épargne retraite, donc c'est plus pour préparer votre retraite. Je vais aller assez vite dessus, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le PER, beaucoup de gens disent quand vous avez un taux marginal d'imposition élevé, donc vous êtes plus de 30, un taux marginal d'imposition supérieur à 30%, ça peut avoir un intérêt de mettre des sommes dans un PER parce que les sommes sont déductibles de votre impôt sur le revenu. Et donc, dans une limite qui est de 30 000 et des poussières par an. Mais donc, vous mettez des sommes et elles sont déductibles de votre impôt. Mais en revanche, vous ne pouvez plus les toucher jusqu'à votre retraite. Donc, il faut avoir cette idée en tête. Intéressant à l'entrée, bloqué pendant la durée de vie du PER. À la sortie, les sommes qui ont été déduites peuvent être imposées au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, il y a une récupération qui est faite à la sortie qui, selon votre taux marginal d'imposition, peut s'avérer ou non intéressante. C'est-à-dire que si vous avez augmenté votre TMI entre le début et la fin, bah c'est pas très intéressant puisque vous allez être taxé plus à la fin que ce que vous avez gagné au début en déductibilité. En revanche, si comme ça se passe en général, vous perdez en pouvoir d'achat et en TMI au moment de votre retraite, normalement, ce que vous gagnez en effet fiscal à l'entrée n'est pas complètement absorbé à la sortie puisque votre TMI sera inférieur à celui que vous aviez au début. Donc, quand on vous dit c'est génial, vous pouvez tout déduire, c'est un formidable outil d'investissement, et oui, mais il faut quand même regarder à la sortie. C'est pas totalement neutre. Voilà. Ensuite, sur les assurances vie PEA, PME, alors, je vais vous faire juste une comparaison un petit peu. Je vous ai mis quelques slides où vous verrez le régime fiscal de chacun de ces outils. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est plusieurs choses. Le PEA, vous ne pouvez investir que dans certains types de sociétés, des sociétés européennes, avec, alors pour le PEA PME, ETI, avec une certaine capitalisation, donc un certain nombre donc c'est 5000 personnes, 1,5 milliard de chiffre d'affaires ou 2 milliards d'actifs bruts. Donc vous avez une certaine limite qui est quand même assez élevée. Vous ne pouvez investir que dans des actions ordinaires. Il n'y a plus de BSP, il n'y a pas de BSPCE, on ne peut pas mettre des actions de préférence depuis 2014. Voilà, c'est que des actions ordinaires. Donc il faut, par rapport à l'assurance vie, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus large dans ses modalités d'investissement. Donc vous pouvez investir dans des fonds euros ou autres, ou dans des OPCI, dans l'immobilier. Voilà, donc il y a un vrai avantage pour l'assurance vie. Ensuite, pour la disponibilité du cash, il y a aussi un avantage, on va dire, pour l'assurance vie, parce que dans un PEA, alors le PEA, c'est un formidable outil aussi, puisque si vous ouvrez un PEA et que vous le conservez pendant au moins 5 ans,
vous avez une exonération totale d'impôt sur le revenu, donc des 12,8%, sur tous les revenus que vous percevez dans le cadre du PEA. Donc vous n'avez que 17,2 d'impôt et rien d'autre sur le PEA, ce qui fait que c'est quand même un certain attrait fiscal. Pour cela, il faut prendre date sur un PEA, donc l'ouvrir le plus tôt possible pour le garder au moins 5 ans, et ne pas toucher aux sommes pendant 5 ans, c'est-à-dire vous les réinvestissez, vous ne faites que des retraits après les 5 ans de vie d'existence du PEA. Si vous sortez les sommes dans les 5 ans d'existence du PEA, c'est considéré comme un retrait qui clôture le PEA. Donc tous les avantages fiscaux auxquels vous auriez pu prétendre, c'est-à-dire les 12,8 d'exonération, vous les faites sauter et tout est taxable au PFU. Donc ces sommes-là, elles sont bloquées pendant 5 ans. En revanche, sur l'assurance vie, on a tendance à dire bah, c'est 8 ans, donc c'est moins intéressant, etc. On me les bloqué sur du long terme. C'est pas totalement vrai, parce que les 8 ans, c'est un avantage fiscal. Si vous êtes en dessous de 8 ans, vous retirez votre argent, et c'est tout à fait possible de retirer votre argent avant 8 ans, vous serez taxé au PFU comme tout le monde. Donc voilà. Si vous êtes après 8 ans, il faudra regarder donc, un rachat après 8 ans, vous aurez des abattements de 4 200 euros pour une personne seule ou de 9 000, de 4 600 euros pour une personne seule, de 9 200 euros pour un couple. Et ensuite, si vous retirez des sommes inférieures à 150 000 euros, vous ne serez pas à 12,8% d'impôt sur le revenu, mais à 7,5%. Vous aurez plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc vous aurez un taux d'impôt de 24,7 au lieu de 30% si vous avez des retraits en dessous de 150 000 euros, avec un abattement à chaque fois de 4 200 ou 9 200 si vous êtes un couple. Donc c'est intéressant aussi, mais c'est moins intéressant que le PEA, parce que le PEA, en cours de vie, au bout de 5 ans, vous avez une exonération sur toutes les sommes qui ont pu se créer sur le PEA, sachant que le PEA, c'est 150 000 euros maximum pour un PEA et 225 000 pour un PEA PME. Et si vous avez un PEA plus un PEA PME, c'est 225 000 euros maximum. Donc, par exemple, pour donner un petit exemple très rapide, si demain j'avais des actions LVMH, j'étais fondateur de LVMH et que je mettais mes actions oui, je sais, je ne le suis pas malheureusement. Si j'étais Bernard Arnault et que je mettais mes actions en PEA, quand je les ai créées au tout début, elles ne valaient rien. 150 000 euros d'actions LVMH qui valaient zéro. Aujourd'hui, je les sors. Ça coûte des milliards. Je ne suis taxé que sur 17,2. Et 150 000 euros, c'est la mise de départ et ce n'est pas le montant de la plus-value générée au titre des actions qui figurent dans le PEA. Donc, c'est un vrai instrument très fort de défiscalisation. Donc, j'encourage tout le monde à ouvrir son PEA dès maintenant, s'il il ne l'a pas fait. Et ça peut évidemment être couplé avec une assurance vie qui est moins intéressante en cours de vie, mais qui peut être très intéressante au moment d'une transmission. Pourquoi? Parce qu'une assurance vie au moment de la transmission, vous pouvez, grâce à une clause bénéficiaire, mettre n'importe qui en tant que bénéficiaire sur votre assurance vie, alors soit vos enfants, soit un tiers, et cette personne-là, elle bénéficiera des sommes avec un abattement à hauteur de 152 500 euros. Donc 152 500 euros exonérés d'impôt. Ensuite, jusqu'à 700 000, barème à 20%. Et au-dessus des 700 000, barème à 31,25. Alors que le PEA, évidemment, s'il va un successeur, ce sera le barème classique des droits de succession. Donc, ça peut aller jusqu'à 45%, voire 60% si vous donnez un tiers qui n'est pas descendant. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est PEA très intéressant. Il faut ouvrir tout de suite un PEA pour prendre date. Assurance vie, ça permet vous ne bloquez pas vos sommes. Vous pouvez les sortir avant 8 ans, mais vous n'aurez pas d'avantage. Après 8 ans, vous aurez un avantage. Et le vrai avantage, c'est l'avantage sur la succession. Donc ça, en avoir bien conscience.
Voilà, ça c'était à peu près tout sur le sujet. Je pense qu'on aura quand même pas mal abusé déjà de ton temps Voilà. et de ta Non, non, gentillesse. non, mais voilà. Et après sont les dispositifs immobiliers. Pour être très honnête, je vous les ai mis, mais c'est des choses assez classiques. Juste qu'il faut avoir aujourd'hui en tête, c'est que tout ce qui est Pinel, de Normandie, Malraux, c'est des choses qui aujourd'hui se font moins parce que ça nécessite de trouver des locataires, ça immobilise le bien, la valeur immobilière aujourd'hui est beaucoup moins intéressante, enfin, les prix baissent, donc la plus-value à la sortie est moins intéressante, le coût des travaux augmente, donc et in fine, ça devient des dispositifs qui sont moins intéressants fiscalement et qui sont en plus capés et qui nécessitent beaucoup de paperasse administrative. Donc voilà, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais sachez que s'il y a besoin, je serai évidemment à votre disposition. Bien Voilà, sûr, hein, et comme vous l'avez compris, la présentation, a priori, on va pouvoir la partager, hein, ça c'est fixe qui décidera, mais a priori, ça pose pas de problème. Bien sûr, si vous avez des questions liées à la fiscalité, vous savez que Remify, ce n'est pas notre métier. Bien sûr, on inclut et on essaie de connaître la fiscalité dans vos investissements, puisque ce qui vous intéresse, c'est la performance nette de frais et nette d'impôts. Pour autant, nous ne sommes pas avocats fiscalistes et on s'entoure d'avocats fiscalistes pour être le plus précis et le plus efficace dans vos stratégies d'investissement. Mais tout ça pour dire, si vous avez des questions 100% fiscalité et que vous avez envie d'échanger avec FX, n'hésitez pas, on vous donnera le numéro. Sachez bien évidemment que nous ne sommes absolument pas rémunérés sur ces choses-là, puisque voilà, on fait les choses proprement. C'est un autre métier. Si ça vous intéresse, je vous fais l'introduction et mon rôle s'arrêtera là. FX, un grand merci pour ton temps et la qualité de l'intervention. Hyper apprécié. Il y a eu de super retours, de superbes questions. super. Et à tous les autres, que ce soit les Emmanuel, Yael, Gaël, Xavier, Adam, Pierre et compagnie. Merci pour votre réactivité lors de ce chat et à très bientôt. Le prochain webinaire, ça sera mon associé Samy qui le fera. Ça sera sur la thématique de l'art. Là aussi, il y a des sujets de fiscalité, mais on n'a pas le temps pour en parler aujourd'hui, FX. Donc sur ce, très bonne soirée à tous et, Merci. euh, et à très vite. Merci, au Merci à revoir. tous, à bientôt. Au revoir, merci.